Le 23 septembre 2012, Margot Fontaine reçoit un appel téléphonique qui va enfin répondre à la question qui l'a hantée pendant exactement 40 ans. L'homme au bout du fil est Marcel Garnier, son ancien voisin de la montée de la Grande Côte dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Sa voix tremble quand il prononce ces mots. « Madame Fontaine, je dois vous parler de votre sœur Clémence. Je sais ce qui lui est arrivé ce jour de septembre 1972, c'était moi. Pendant 4 décennies, Margot a vécu avec le poids insupportable de ne pas savoir. Pendant 4 décennies, elle a cherché sa jumelle disparue dans chaque visage féminin croisé dans les rues de Lyon. Pendant 4 décennies, elle s'est réveillée en espérant que ce cauchemar ne soit qu'un mauvais rêve. Et pendant tout ce temps, l'homme qui détenait la réponse vivait à quelques mètres seulement, derrière une façade de respectabilité et de normalité qui n'a jamais éveillé le moindre soupçon. Comment une personne peut-elle garder un tel secret pendant 40 années? Comment peut-on vivre quotidiennement à côté d'une famille détruite, assister à leur douleur et continuer à se taire? Cette histoire n'est pas celle d'un monstre, mais celle d'un homme ordinaire qui a commis une erreur aux conséquences tragiques et qui a ensuite passé sa vie entière prisonnier de son propre mensonge. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes sur des disparitions mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans les rues pavées de la Croix-Rousse, il y a plus de 50 ans. Lyon, automne 1972. La ville connaît une période de transformation urbaine intense. Le quartier de la Croix-Rousse, historiquement connu comme la colline qui travaille en raison de son passé dans l'industrie de la soie, conserve encore son caractère populaire et ses traboules mystérieuses. Les immeubles aux façades ocre et rose grimpent les pentes escarpées, reliés par ces passages secrets qui ont fait la renommée du quartier. C'est dans ce décor que vivent Henri et Simone Fontaine avec leurs filles jumelles, Clémence et Margot. La famille occupe un appartement au 3e étage d'un immeuble de la montée de la Grande Côte, une rue en pente raide qui monte vers le boulevard de la Croix-Rousse. Henri travaille comme contremaître dans une usine textile à Villeurbanne, un emploi stable qui permet à la famille de vivre modestement mais dignement. Simone, quant à elle, est couturière à domicile, une compétence héritée des anciennes traditions du quartier. Clémence et Margot ont 14 ans en septembre 1972. Jumelles monozygotes, elles sont physiquement identiques, cheveux châtains coupés au carré, yeux noisettes, 1,58 m, 50 kg. Seule une petite tache de naissance derrière l'oreille gauche de Clémence permet de les distinguer avec certitude. Mais leur personnalité diffère sensiblement. Margot est réservée, studieuse, passionnée de lecture. Elle passe ses après-midi à la bibliothèque municipale ou dans sa chambre avec un livre. Clémence, elle, est plus extravertie, sociable, toujours la première à organiser des sorties avec les camarades du lycée Ampère, où les 2 sœurs sont scolarisées en classe de 3e. Leur relation est fusionnelle, comme c'est souvent le cas entre jumeaux. Elles partagent la même chambre, se confient tout, finissent les phrases l'une de l'autre. Margot dira plus tard qu'elle avait l'impression d'être incomplète sans sa sœur, comme si elles formaient ensemble une seule personne répartie en 2 corps. Cette connexion rendra le drame à venir encore plus déchirant pour elle. En août 1972, un nouveau voisin emménage dans l'appartement au 2e étage de leur immeuble. Marcel Garnier a 38 ans. C'est un homme de taille moyenne, aux cheveux déjà grisonnants, qui porte toujours des costumes sobres et des lunettes à monture épaisse. Il vient d'être nommé professeur de mathématiques au lycée La Martinière, un établissement prestigieux de Lyon. Récemment divorcé, sans enfant, il cherche un nouveau départ dans cette ville où il n'a pas d'attache. Marcel est d'une politesse irréprochable. Il salue toujours les voisins dans l'escalier, aide Madame Fontaine à porter ses courses quand il la croise, ne fait jamais de bruit. Un locataire modèle, discret, effacé. Personne ne pourrait imaginer ce qui se cache derrière cette façade de normalité.
Les Fontaine l'invitent à dîner quelques semaines après son arrivée, comme le veut la tradition de bon voisinage encore vivace dans ces années-là. Marcel accepte avec plaisir. C'est lors de ce repas qu'il rencontre véritablement Clémence et Margot. Les jumelles l'intriguent, particulièrement Clémence avec son rire facile et sa façon animée de raconter des anecdotes sur le lycée. Marcel se surprend à la regarder plus que nécessaire pendant le dîner. Quelque chose dans son énergie, sa jeunesse, sa vivacité, le fascine d'une manière qu'il ne comprend pas encore lui-même. Dans les semaines qui suivent, Marcel commence à remarquer les habitudes de Clémence. Elle rentre du lycée vers 16h30 les lundis et jeudis. Elle va acheter du pain à la boulangerie de la rue des Tables Claudiennes tous les matins avant 7h. Elle retrouve ses amis le mercredi après-midi au parc de la Tête d'Or. Ces observations, Marcel se dit qu'elles sont innocentes, qu'il remarque simplement les routines de ses voisins comme n'importe qui le ferait. Mais la vérité est plus sombre. Marcel développe une obsession silencieuse. Il ne le reconnaîtra que 40 ans plus tard, lors de sa confession. À 38 ans, divorcé, solitaire, il s'est laissé consumer par une fascination malsaine pour cette adolescente de 14 ans qui représente tout ce qu'il n'a plus. La jeunesse, l'insouciance, la joie de vivre. Il ne s'agit pas d'une attirance sexuelle, insistera-t-il, mais d'une forme de fixation psychologique qu'il ne contrôle pas et ne comprend pas. La communauté de la Croix-Rousse, en 1972, est encore très soudée. Les commerçants connaissent leurs clients par leurs prénoms. Les enfants jouent dans les rues sous le regard vigilant des voisins. Les traboules servent encore de raccourci pour les habitants du quartier qui les connaissent depuis l'enfance. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où les secrets sont difficiles à garder, où un événement inhabituel se remarque immédiatement. C'est précisément cette proximité communautaire qui rendra le drame encore plus incompréhensible. Comment, dans un quartier où tout se sait, une jeune fille peut-elle disparaître sans laisser de traces? Comment, dans ces rues animées et surveillées, un crime peut-il être commis sans témoin? Ces questions hanteront les enquêteurs pendant des décennies. Samedi 23 septembre 1972. Le ciel est couvert ce matin-là, typique de l'automne lyonnais. La température avoisine les 15 degrés. Clémence se réveille à 8 heures, comme chaque samedi. Margot dort encore, elle aime faire la grasse matinée le week-end. Leur mère Simone prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Café au lait, pain beurré, confiture de fraises maison. Henri a déjà quitté l'appartement. Exceptionnellement, il travaille ce samedi pour compenser une absence de la semaine précédente. Il ne rentrera que vers 18 heures. Ce détail, aussi banal soit-il, aura son importance. Simone sera seule avec les filles toute la journée. Clémence s'habille d'un jean à pattes d'éléphant, très à la mode cette année-là, et d'un pull orange à col roulé. Elle attache ses cheveux avec un foulard à motif géométrique. Au petit déjeuner, elle annonce à sa mère qu'elle va retrouver son amie Véronique Mercier à 14 heures pour aller au cinéma. Elles veulent voir Le Parrain de Francis Ford Coppola, qui fait un triomphe dans les salles lyonnaises depuis sa sortie en France au printemps. « Tu rentres pour le dîner ?» demande Simone. « Oui, maman. Je serai là vers 18h, 18h30 maximum. » Ce sont les dernières paroles que Simone Fontaine entendra de sa fille. La matinée se déroule normalement. Clémence aide sa mère à faire quelques courses au marché de la Croix-Rousse sur le boulevard éponyme. Elle croise plusieurs connaissances. Madame Blanchard, l'épicière de la rue Burdeau, Monsieur Leclerc, le boucher qui livre toujours une blague avec la viande. Tout le monde se souvient d'avoir vu Clémence ce matin-là, souriante, énergique, absolument normale. Margot se lève vers 10 heures. Les jumelles passent 1 heure ensemble dans leur chambre à écouter des disques. France Gall, Claude François, les tubes de l'été. Elles parlent de leurs projets pour les vacances de la Toussaint qui approchent. Rien dans leur conversation n'indique le moindre problème, la moindre inquiétude. Juste 2 adolescentes profitant d'un samedi tranquille. À 13h30, Clémence embrasse sa mère et sa sœur, prend son sac à bandoulière en cuir marron, cadeau pour ses 14 ans en mai, et quitte l'appartement. Elle descend les 3 étages, pousse la lourde porte d'entrée de l'immeuble qui grince toujours, et tourne à gauche dans la montée de la Grande Côte.
Le cinéma où elle a rendez-vous avec Véronique, le Comédia, se trouve rue Childebert, à environ 15 minutes à pied. Madame Ferrand, qui habite au 5e étage, la croise dans l'escalier. « Bon cinéma, petite !» lui lance-t-elle. Clémence répond avec son sourire habituel. « Merci, Madame Ferrand. » Ce sera la dernière fois que quelqu'un de l'immeuble verra Clémence Fontaine vivante. À 14 heures précises, Véronique Mercier attend devant le cinéma Comédia. Les minutes passent. 14h15, 14h30. Pas de Clémence. Véronique trouve cela étrange. Son amie est toujours ponctuelle. Elle attend jusqu'à 14h45, puis décide d'entrer seule dans la salle. Elle pense que Clémence a peut-être eu un empêchement de dernière minute et qu'elle expliquera plus tard. Ce qu'elle ne sait pas, ce que personne ne sait encore, c'est que Clémence n'arrivera jamais au cinéma. À 18h, Simone commence à s'inquiéter. 18h30, 19h. Henri rentre du travail et trouve sa femme nerveuse dans la cuisine. « Clémence n'est pas rentrée », lui dit-elle. « Elle devait être là pour le dîner. Elle aura traîné avec ses amis », répond Henri, pas encore vraiment inquiet. « Tu sais comment sont les jeunes. » Mais à 20h, l'inquiétude devient palpable. Margot, d'habitude si calme, semble agitée. Elle dit qu'elle ressent quelque chose d'anormal, que sa sœur devrait être rentrée. Henri téléphone aux parents de Véronique Mercier, l'une des rares familles du quartier à avoir le téléphone à domicile. Véronique confirme que Clémence ne s'est jamais présentée au cinéma. À 21h30, Henri Fontaine se présente au commissariat du 2e arrondissement, rue de la Paix. Il dépose une déclaration de disparition. L'officier de garde, habitué à ce genre de situation avec des adolescents, reste rassurant. Elle a probablement retrouvé des amis, elle a perdu la notion du temps. Elle va rentrer. Dans 90% des cas, ils rentrent avant le lendemain matin. Mais Clémence Fontaine ne rentrera pas. Ce même soir, vers 22h, Marcel Garnier est dans son appartement au 2e étage. Il entend l'agitation dans l'escalier, les Fontaines qui sortent et rentrent, les coups de téléphone, les voix inquiètes. Il ne dort pas de la nuit. Assis dans son fauteuil, les lumières éteintes, il fixe le vide. Dans son salon, dissimulé derrière une étagère déplacée quelques heures plus tôt, se trouve l'entrée de son cave personnel, un petit espace de stockage que chaque appartement possède dans cet immeuble ancien. C'est là, enveloppé dans une bâche en plastique et caché derrière des cartons de livres, que repose le corps de Clémence Fontaine. Dimanche 24 septembre 1972, 6 heures du matin, Clémence n'est toujours pas rentrée. L'inquiétude des Fontaines s'est transformée en terreur pure. Margot n'a pas fermé l'œil de la nuit, assise dans le lit qu'elle partage avec sa jumelle, fixant la place vide à côté d'elle. Simone a pleuré jusqu'à l'épuisement. Henri, les traits tirés, retourne au commissariat dès l'ouverture. Cette fois, l'accueil est différent. Une disparition de plus de 12 heures pour une adolescente de 14 ans, sans antécédent de fugue, déclenche un protocole d'urgence. L'inspecteur Laurent Dumas, un homme de 45 ans avec 20 ans d'expérience dans la police judiciaire lyonnaise, prend l'affaire en main. Les premières 48 heures sont cruciales dans toute disparition. L'inspecteur Dumas le sait bien. Il organise immédiatement une battue dans le quartier de la Croix-Rousse. Des agents en uniforme quadrillent les rues, interrogent les commerçants, les passants, tous ceux qui auraient pu voir Clémence entre 13h30 et 14h samedi après-midi. Les témoignages commencent à affluer, mais ils ne mènent nulle part. Madame Arnaud, la fleuriste de la rue des Tables Claudiennes, pense avoir vu une jeune fille correspondant à la description de Clémence vers 13h45, mais elle n'en est pas certaine. Monsieur Collet, qui tient un café rue Burdeau, se souvient d'une adolescente en pull orange qui est passée devant sa terrasse, mais il n'a pas remarqué dans quelle direction elle allait. Le problème majeur de l'enquête apparaît rapidement. Entre l'appartement des Fontaines et le cinéma Comédia, il existe une dizaine de trajets possibles. Les rues du quartier forment un labyrinthe complexe, avec leurs pentes abruptes, leurs traboules, leurs passages secrets. Clémence connaissait plusieurs chemins. Lequel a-t-elle emprunté ce jour-là? Personne ne le sait. L'inspecteur Dumas interroge longuement Véronique Mercier. L'adolescente est bouleversée.
se sent coupable de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir appelé immédiatement les Fontaine quand Clémence ne s'est pas présentée. Mais son témoignage ne révèle rien d'inhabituel. Clémence n'avait mentionné aucun problème, aucune inquiétude. Elles avaient simplement prévu d'aller au cinéma, comme deux amies normales, un samedi après-midi normal. Les enquêteurs interrogent aussi les autres élèves du lycée Ampère. Clémence avait-elle un petit ami? Des conflits avec quelqu'un? Des comportements étranges ces derniers temps? La réponse est négative sur toute la ligne. Clémence était appréciée, sociable, sans problème apparent. Aucun garçon en particulier dans sa vie, aucune dispute récente. Une adolescente ordinaire, vivant une vie ordinaire. Henri et Simone Fontaine sont évidemment interrogés en détail. Leurs vies sont examinées minutieusement. Y a-t-il des problèmes familiaux? Des tensions? Des dettes qui pourraient expliquer un enlèvement crapuleux? Encore une fois, rien. Les Fontaine sont une famille modeste mais stable, sans histoire, sans ennemis connus. Margot, quant à elle, est dans un état de choc profond. Elle répète qu'elle sent que quelque chose de terrible est arrivé à sa sœur. « Je le sais, dit-elle aux enquêteurs. Je le sens. Quelque chose ne va pas. Elle ne serait jamais partie volontairement sans me le dire. » Cette connexion jumellaire, souvent décrite dans la littérature psychologique, impressionne les inspecteurs, mais ne fournit aucune piste concrète. Les jours passent. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. L'affaire Clémence Fontaine fait la une du journal Le Progrès. Des avis de recherche avec sa photo sont placardés dans tout Lyon. La télévision régionale, France 3 Rhône-Alpes, diffuse un appel à témoins, mais rien ne bouge. L'hypothèse d'une fugue est rapidement écartée. Clémence n'a pris ni vêtements de rechange, ni argent. Son livret de caisse d'épargne avec ses économies, 200 francs, une petite fortune pour une adolescente, est resté dans le tiroir de sa commode. Tous ses objets personnels sont dans sa chambre. L'hypothèse d'un enlèvement avec demande de rançon est également abandonnée après plusieurs semaines, sans aucun contact des ravisseurs supposés. Les Fontaine n'ont ni richesse, ni position sociale qui justifierait un tel crime. Reste alors la possibilité la plus sombre. Clémence a été victime d'un crime violent. Mais où? Quand? Et surtout, par qui? L'inspecteur Dumas élargit l'enquête. Tous les délinquants sexuels fichés dans le département du Rhône sont interrogés. Leurs emplois du temps du 23 septembre sont vérifiés. Tous ont des alibis solides. Les hôpitaux sont contactés. Aucune jeune fille non identifiée correspondant à la description n'a été admise. Les gares sont surveillées. Les contrôles d'identité se multiplient. Les enquêteurs fouillent aussi les caves de l'immeuble des Fontaines et des bâtiments voisins. Ils inspectent les terrains vagues, les chantiers en cours dans le quartier. Il y en a plusieurs à cette époque de rénovation urbaine. Ils drainent même certains bassins du parc de la Tête d'Or. Ils explorent les traboules, ces passages étroits et sombres si caractéristiques de la Croix-Rousse. Rien, absolument rien. Marcel Garnier est interrogé comme tous les résidents de l'immeuble. L'entretien a lieu dans son appartement le 4 octobre, 11 jours après la disparition. 2 policiers en civil sonnent à sa porte en fin d'après-midi. Marcel les fait entrer dans son salon proprement rangé. Il est calme, coopératif, exprime sa tristesse pour la famille Fontaine. « Où étiez-vous samedi 23 septembre, entre 13 et 15 heures ?» demande l'un des policiers. « J'étais ici, dans mon appartement », répond Marcel sans hésitation. « Je corrigeais des copies de mes élèves. J'ai ce travail tous les week-ends. Avez-vous entendu ou vu quelque chose d'inhabituel ?»« Non, rien du tout. J'étais concentré sur mon travail. J'ai vaguement entendu la porte de l'immeuble se fermer plusieurs fois dans l'après-midi, mais c'est normal le samedi. Connaissiez-vous bien Clémence Fontaine ? Pas vraiment. Je la croisais dans l'escalier parfois. Une jeune fille polie, toujours souriante. C'est terrible ce qui lui arrive. » Les policiers notent ces réponses. Ils regardent autour d'eux. L'appartement est impeccable, presque austère. Des livres partout, des piles de cahiers d'élèves sur le bureau. Aucun signe de désordre ou de comportement suspect. Marcel Garnier correspond parfaitement au profil d'un professeur de mathématiques célibataire, un peu solitaire, mais parfaitement respectable.
Ils ne fouillent pas l'appartement en détail. Ils n'ont aucune raison de le faire. Marcel n'est qu'un voisin parmi d'autres, et rien dans son comportement n'éveille le moindre soupçon. Il ne remarque pas que l'étagère contre le mur gauche du salon a été déplacée de quelques centimètres récemment. Il ne demande pas à voir sa cave personnelle au sous-sol. Ils n'ont aucune raison de le faire. Après 20 minutes, ils remercient Marcel pour sa coopération et partent interroger les autres voisins. Ce soir-là, seul dans son appartement, Marcel s'assoit dans le noir et pleure. Ce n'est pas la première fois depuis le drame. Mais contrairement aux larmes des fontaines, celles de Marcel ne sont pas nées de l'inquiétude ou de l'ignorance. Ce sont des larmes de culpabilité, de terreur, de désespoir. Il sait exactement ce qui est arrivé à Clémence. Il sait qu'il est responsable et il sait qu'il ne dira jamais rien. Les mois suivants sont un calvaire pour la famille Fontaine. Noël 1972 arrive, le premier sans Clémence. L'appartement, d'habitude décoré et joyeux, reste sombre et silencieux. Margot refuse de célébrer quoi que ce soit. Elle dort désormais sur le côté de sa sœur, dans le lit jumeau, serrant contre elle la peluche préférée de Clémence, un ours en peluche marron que les filles avaient depuis leur petite enfance. Simone sombre dans une dépression profonde. Elle ne touche plus à sa machine à coudre. Elle passe ses journées assise près de la fenêtre, guettant, espérant voir sa fille remonter la rue. Henri vieillit de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux blanchissent, son dos se voûte. Il continue à travailler mécaniquement, mais ses collègues remarquent qu'il n'est plus le même homme. L'enquête, faute de nouvelles pistes, se refroidit progressivement. L'inspecteur Dumas n'abandonne pas. Il gardera le dossier Fontaine actif jusqu'à sa retraite en 1993, mais sans éléments nouveaux, il ne peut que tourner en rond. Le cas de Clémence Fontaine rejoint la longue liste des disparitions non résolues, ces dossiers qui hantent les enquêteurs jusqu'à la fin de leur carrière. À l'étage en dessous, Marcel Garnier continue sa vie. Il se lève chaque matin, se prépare soigneusement, enfile son costume et part enseigner les mathématiques à des lycéens qui ne sauront jamais quel secret terrible leur professeur garde. Il croise Simone Fontaine dans l'escalier, lui exprime sa compassion, demande des nouvelles avec une sollicitude qui semble authentique. Il offre même son aide si la famille a besoin de quoi que ce soit. Personne ne sait, personne ne suspecte, le secret reste parfaitement gardé. Les années s'égrènent lentement pour la famille Fontaine. 1973, 74, 75. Margot termine tant bien que mal ses études secondaires. Elle n'a plus la même insouciance, le même enthousiasme pour la vie. Ses professeurs remarquent le changement. L'adolescente bavarde et curieuse est devenue une jeune fille silencieuse, renfermée. Elle obtient néanmoins son baccalauréat en 1976 et s'inscrit à l'Université Lyon 2 en lettres modernes. Elle ne quitte jamais vraiment la Croix-Rousse. Même pour ses études universitaires, elle fait le trajet quotidien depuis l'appartement familial plutôt que de chercher un logement étudiant. L'idée de partir, d'abandonner le dernier endroit où Clémence a vécu, lui est insupportable. Et puis, il y a cette pensée irrationnelle mais tenace. Et si Clémence revenait? Il faut que quelqu'un soit là pour l'accueillir. Henri développe des problèmes cardiaques. Le stress chronique, le chagrin permanent ont usé son corps. En 1980, à 54 ans seulement, il fait un premier infarctus. Il survit mais doit arrêter de travailler. La famille vit désormais avec sa pension d'invalidité et les petits travaux de couture que Simone a repris, plus par nécessité que par envie. Simone, elle, ne se remettra jamais vraiment. Elle développe ce que les médecins appellent une dépression chronique réactionnelle. Elle prend des médicaments qui l'aident à fonctionner au jour le jour, mais la lumière dans ses yeux s'est éteinte définitivement ce jour de septembre 1972. Elle garde la chambre des jumelles exactement comme elle était. Les vêtements de Clémence restent dans l'armoire, soigneusement pliés. Ses livres, ses disques, ses bijoux de pacotille, tout reste en place, comme si elle devait revenir d'un moment à l'autre. Marcel Garnier, lui, construit une existence parfaitement ordinaire en apparence. Il continue d'enseigner au lycée La Martinière, où il acquiert une réputation de professeur exigeant mais juste.
Ses élèves le décrivent comme distant mais compétent, un homme qui ne se mêle jamais aux conversations de salle des professeurs, mais qui prépare toujours méticuleusement ses cours. Il n'a jamais déménagé de l'appartement de la montée de la Grande Côte. Pourquoi le ferait-il? Partir serait suspect, attirerait l'attention. Rester est la seule option. Et puis, d'une manière tordue que lui-même ne comprend pas entièrement, il se sent obligé de rester proche de la famille Fontaine, comme une forme de pénitence silencieuse, car le poids du secret l'écrase chaque jour un peu plus. Il ne dort jamais vraiment bien. Les rares fois où il s'assoupit, il fait des cauchemars. Il voit le visage de Clémence, ses yeux surpris au moment de l'accident, son corps inerte dans ses bras. Il se réveille en sueur, le cœur battant, et reste assis dans le noir jusqu'au matin. Il ne peut parler à personne. Il n'a pas d'amis proches, pas de confidents. Il vit seul avec son secret, et ce secret le dévore de l'intérieur. Plusieurs fois, au fil des années, il a failli se confesser. Il s'est retrouvé devant le commissariat, la main sur la porte, prêt à entrer et tout révéler. Mais la peur l'a toujours retenu. La peur de la prison, de la honte publique, de voir sa vie détruite. Et aussi, paradoxalement, une forme de culpabilité supplémentaire. Révéler la vérité maintenant, après tant d'années, ne servirait-il pas surtout à soulager sa propre conscience? Est-ce que cela aiderait vraiment la famille Fontaine ou ne ferait-il qu'ajouter de la souffrance à leur souffrance? Dans le quartier, le cas Clémence Fontaine devient progressivement une légende locale triste. Les commerçants qui l'ont connu racontent son histoire aux nouveaux arrivants. Vous voyez cette famille au 3e? Leur fille a disparu il y a des années. Terrible histoire. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Les enfants qui grandissent dans le quartier entendent parler de la jumelle disparue et brodent des histoires de fantômes et de mystères. Les parents utilisent parfois le cas comme avertissement. Soyez prudents, regardez ce qui est arrivé à la petite Fontaine. En 1984, 12 ans après la disparition, Henri Fontaine fait un second infarctus. Cette fois, il ne s'en remet pas. Il meurt à 58 ans. Le cœur littéralement brisé par le chagrin. Ses derniers mots à Margot, 3 jours avant sa mort à l'hôpital Édouard Herriot, sont « Prends soin de ta mère. Et si tu découvres un jour ce qui est arrivé à ta sœur, promets-moi de ne jamais abandonner. » Margot tient sa promesse. Elle obtient sa licence de lettres modernes et devient professeure de français dans un collège de Villeurbanne. Elle ne se marie jamais, ne fonde jamais de famille propre. « Comment pourrais-je » confiera-t-elle plus tard. Une partie de moi est toujours cette adolescente de 14 ans qui a perdu sa jumelle. Je n'ai jamais pu grandir complètement au-delà de ce moment. Elle continue à vivre avec sa mère dans l'appartement de la Croix-Rousse. Chaque année, le 23 septembre, anniversaire de la disparition, elle et Simone allument une bougie dans la chambre que Margot partageait avec Clémence. Elles restent assises, en silence, chacune perdue dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans ses hypothèses sans fin sur ce qui a pu arriver. Marcel assiste aux funérailles d'Henri en 1984. Il se tient au fond de l'église Saint-Bruno des Chartreux, regarde le cercueil, observe Margot et Simone effondrées au premier rang. Il sait qu'il est partiellement responsable de cette mort. Le chagrin qui a tué Henri Fontaine, c'est lui qui l'a causé. Une culpabilité supplémentaire à ajouter à la pile déjà écrasante. Les années 90 arrivent. L'affaire Clémence Fontaine a maintenant plus de 20 ans. Les dossiers dorment dans les archives de la police. L'inspecteur Dumas est à la retraite depuis 1993. Les nouveaux enquêteurs ne connaissent le cas que comme une note dans les statistiques des cold cases lyonnais. Aucune nouvelle piste n'a émergé en 2 décennies. Marcel a maintenant 58 ans, le même âge qu'Henri Fontaine à sa mort. Il vieillit seul, ses cheveux complètement blancs, son dos légèrement voûté par les années passées, penché sur des copies et des livres. Il a pris sa retraite de l'enseignement en 1999. Il passe désormais ses journées dans son appartement, lisant, écoutant la radio, sortant peu. Le poids du secret ne s'allège jamais. Au contraire, avec le temps, il devient plus lourd. Chaque année qui passe rend la vérité plus difficile à révéler.
Comment avouer maintenant ce qu'il aurait dû avouer il y a 20, 25, 30 ans? Simone Fontaine décède en 2003, à 79 ans. Elle meurt d'une pneumonie, mais Margot sait que c'est vraiment le chagrin qui l'a tuée, comme il avait tué son père presque 20 ans plus tôt. Simone s'éteint sans avoir jamais su ce qui était arrivé à sa fille. Ses derniers mots, confus à cause de la fièvre, sont « Clémence, tu es revenue ?» À 55 ans, Margot se retrouve seule. Ses parents sont morts sans réponse. Elle-même a consacré sa vie entière à une quête qui n'a mené nulle part. Elle continue à enseigner, par routine, plus que par passion. Elle vit toujours dans l'appartement familial, incapable de partir, prisonnière de ce lieu chargé de souvenirs et de questions sans réponse. Les 2000 arrivent, puis les 2010. L'affaire a maintenant 40 ans. Margot a 54 ans. Marcel Garnier en a 78. Très peu de gens dans le quartier se souviennent encore de la disparition de Clémence Fontaine. La Croix-Rousse a changé. Le quartier s'est gentrifié. Les anciens habitants ouvriers ont été remplacés par des artistes, des jeunes professionnels. Les loyers ont explosé. L'immeuble de la montée de la Grande Côte est un des rares à avoir conservé ses locataires historiques. Marcel vit toujours au 2e étage. Margot toujours au 3e. Ils se croisent parfois dans l'escalier. « Bonjour, Madame Fontaine. Bonjour, Monsieur Garnier. » Des échanges polis, bref, ils ont cohabité dans le même immeuble pendant 40 ans. Pour Margot, Marcel est simplement le vieux voisin du dessous, un homme discret qui vit seul depuis toujours. Elle ne se doute pas que la réponse qu'elle cherche depuis 4 décennies vit à quelques mètres d'elle. Printemps 2012. Marcel Garnier a maintenant 78 ans. Sa santé décline. Il a développé une insuffisance cardiaque et doit prendre plusieurs médicaments quotidiennement. Son médecin lui a clairement dit que ses années sont comptées. Peut-être 2 ou 3 ans, 5 au maximum si tout va bien. Cette perspective de mort imminente change quelque chose en Marcel. Pendant 40 ans, il a vécu avec son secret, se disant toujours qu'il avait encore du temps, que ce n'était pas le bon moment pour parler, que les conséquences seraient trop terribles. Mais maintenant, face à sa propre mortalité, une question le hante. Va-t-il emporter ce secret dans sa tombe? Il pense à Margot Fontaine, vivant juste un étage au-dessus, qui n'a jamais eu de réponse. Il pense à Henri et Simone, morts dans l'ignorance totale de ce qui était arrivé à leur fille. Il pense à sa propre vie, 40 années passées dans le mensonge et la dissimulation. Qu'est-ce que tout cela valait? Qu'a-t-il protégé finalement? Sa liberté, certes, mais quelle liberté quand on est prisonnier d'un secret si lourd? En mai 2012, un événement externe vient précipiter les choses. Le propriétaire de l'immeuble décide de faire des travaux de rénovation majeurs. Les caves doivent être réaménagées, certaines cloisons abattues pour créer des espaces de stockage communs plus fonctionnels. Les locataires reçoivent un préavis. Ils ont 3 mois pour vider leurs caves personnelles. Les travaux commenceront en septembre. Septembre, le mois de la disparition de Clémence, 40 ans exactement après les faits. Marcel reçoit la lettre du propriétaire un matin de mai. Il reste assis à sa table de cuisine pendant 1 heure, fixant le papier. Sa cave. Il doit vider sa cave. La cave où, pendant 2 ans après la mort de Clémence, il a gardé son corps dissimulé avant de finalement le déplacer vers un endroit plus sûr, plus secret. Car c'est là un détail que personne ne connaît, pas même Margot, lors de la confession finale. Marcel n'a pas gardé le corps dans sa cave personnelle pendant 40 ans. C'était trop risqué. En octobre 1974, profitant d'une nuit sans lune, il l'a transporté dans un des multiples recoins des sous-sols labyrinthiques de la Croix-Rousse, ces anciennes caves de canus interconnectés que personne n'explore plus. Là, dans un recoin muré depuis des décennies, il a créé une cachette qui n'a jamais été découverte. Mais maintenant, avec les travaux qui approchent, avec les ouvriers qui vont fouiller partout, qui sait ce qui peut être découvert? Les sous-sols vont être explorés, réaménagés. La probabilité que quelqu'un tombe sur sa cachette reste faible, mais elle existe. Et même cette faible probabilité suffit à terroriser Marcel. Il passe les semaines suivantes dans une angoisse croissante.
Il dort encore moins que d'habitude. Il perd l'appétit, maigrit visiblement. Son médecin s'inquiète, augmente ses médicaments, parle d'hospitalisation préventive. Mais Marcel refuse. Il ne peut pas partir maintenant. Il doit gérer cette situation. Début septembre 2012, les travaux commencent. Marcel entend les bruits de perceuses, de marteaux, les voix des ouvriers dans les sous-sols. Chaque jour, il attend, terrifié, qu'on vienne frapper à sa porte, qu'on lui annonce qu'on a trouvé quelque chose. Mais les jours passent et rien ne se passe. Le 15 septembre, il apprend que les travaux ont révélé une structure inattendue. Un mur ancien qui cache une série de petites pièces oubliées, probablement des anciens ateliers de canuts murés au début du XXe siècle. Le propriétaire est gravi, c'est un patrimoine historique. Cela peut valoriser l'immeuble. Il engage un architecte spécialisé pour étudier ces espaces et voir comment les intégrer au projet de rénovation. C'est le signal pour Marcel. Il sait que ce n'est qu'une question de temps maintenant. Quand ces anciennes pièces seront explorées en détail, on trouvera sa cachette. On trouvera le corps de Clémence Fontaine, miraculeusement préservé dans le froid et la sécheresse de ses caves profondes. Le 20 septembre 2012, Marcel prend une décision. Il ne peut plus attendre. Il ne peut plus porter ce poids. D'une certaine manière, la perspective de la découverte imminente le libère. C'est fini. Le secret va être révélé de toute façon. Autant qu'il le révèle lui-même, à sa manière, en donnant enfin à Margot Fontaine les réponses qu'elle mérite. Il passe 2 jours à préparer mentalement ce qu'il va dire. Comment avouer l'inavouable? Comment expliquer 40 ans de silence? Comment demander pardon pour l'impardonnable? Le dimanche 23 septembre 2012, exactement 40 ans jour pour jour après la disparition de Clémence, Marcel décroche son téléphone. Sa main tremble quand il compose le numéro de Margot Fontaine, qu'il a trouvé dans l'annuaire. Il a répété mentalement son discours des dizaines de fois, mais maintenant que le moment est venu, les mots se bousculent dans sa tête. Le téléphone sonne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis une voix féminine, celle de Margot. « Allô ?» Marcel ferme les yeux, respire profondément et prononce les mots qu'il a retenus pendant 40 ans. « Madame Fontaine, je dois vous parler de votre sœur Clémence. Je sais ce qui lui est arrivé ce jour de septembre 1972. C'était moi. » Un silence absolu à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix blanche, incrédule, « Quoi ? Je vous en prie, Madame Fontaine. Pouvez-vous descendre chez moi ? J'ai quelque chose à vous dire. J'aurais dû le dire il y a 40 ans. » Margot Fontaine descend l'escalier dans un état second. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. Ses jambes tremblent. Elle s'accroche à la rampe pour ne pas tomber. 40 ans. 40 ans qu'elle attend ce moment, et maintenant qu'il arrive, elle ne sait pas si elle veut vraiment savoir. Marcel Garnier, le vieux voisin du 2e, l'ancien professeur de mathématiques toujours si poli, si discret, c'est impossible. Ce doit être une confusion, un malentendu, peut-être les divagations d'un vieil homme malade. Mais quelque chose dans sa voix au téléphone, une certitude terrible, une douleur profonde, lui dit que non. Il sait vraiment. Il a toujours su. Elle frappe à sa porte. 3 coups secs. La porte s'ouvre presque immédiatement. Marcel se tient dans l'embrasure, voûté, les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Il a terriblement vieilli ces derniers mois. Il ressemble plus à un vieillard de 90 ans qu'à un homme de 78. « Entrez, je vous en prie », dit-il d'une voix rauque. Margot entre dans l'appartement. Elle n'y a jamais mis les pieds en 40 ans de voisinage. C'est sobre, rangé presque austère. Des livres partout, peu de décoration. Elle reste debout au milieu du salon, les bras croisés, sur la défensive. « Qu'est-ce que vous avez à me dire, monsieur Garnier ?» Marcel lui indique un fauteuil. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est long à expliquer. Je préfère rester debout, parler. » Marcel hoche la tête. Il comprend. Il va à la fenêtre, tourne le dos à Margot. Il ne peut pas la regarder en face pour dire ce qu'il doit dire. Le 23 septembre 1972, votre sœur Clémence a disparu. Vous avez cherché pendant 40 ans ce qui lui était arrivé. Vos parents sont morts sans savoir. Moi, pendant tout ce temps, je savais parce que c'est moi qui suis responsable de sa mort.
Margot sent ses jambes se dérober. Elle s'assoit finalement dans le fauteuil, pas par choix, mais par nécessité physique. Vous l'avez tuée? Pas intentionnellement. Jamais intentionnellement. Mais oui, elle est morte à cause de moi, et j'ai caché son corps, et j'ai gardé le secret pendant 40 ans. La voix de Marcel se brise. Il pleure maintenant, des sanglots profonds qui secouent ses épaules, mais il continue, il doit continuer. Je vais tout vous raconter, tout depuis le début. Vous méritez de savoir, votre famille mérite de savoir. Et moi, je ne peux plus porter ce poids. Il se retourne, s'assoit en face de Margot, et il commence son récit. Quand j'ai emménagé ici en août 1972, j'étais dans un état psychologique fragile. Je venais de divorcer. J'avais 38 ans, et je me sentais comme un échec, sans enfant, sans vraie famille, seul. Je cherchais un nouveau départ à Lyon. Quand vos parents m'ont invité à dîner, j'ai rencontré Clémence et vous, deux jumelles identiques, pleines de vie, d'énergie. Quelque chose en moi, quelque chose s'est accroché à cette image, à Clémence en particulier, parce qu'elle était plus extravertie, plus visible. Margot écoute, immobile, le visage blanc comme un linge. Je ne l'ai jamais touchée. Je veux que vous le sachiez, je n'ai jamais eu de geste déplacé, jamais eu de pensée sexuelle la concernant. Ce n'était pas ça, c'était une obsession psychologique, une fixation malsaine. Elle représentait tout ce que je n'avais pas, la jeunesse, la joie, l'avenir. J'ai commencé à observer ses habitudes, ses horaires. Je ne planifiais rien, je ne voulais rien faire, j'observais, c'est tout. Une obsession silencieuse qui me consumait. Il s'arrête, respire profondément, continue. Ce samedi 23 septembre, j'étais dans mon appartement. Vers 13h45, j'ai entendu la porte de l'immeuble. J'ai regardé par ma fenêtre. Elle donne sur la montée, vous savez. J'ai vu Clémence sortir. Elle portait ce pull orange que vous lui aviez offert pour votre anniversaire. Elle est partie vers la gauche, descendant la montée. Quelque chose en moi a craqué ce jour-là. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement. C'était comme si toute cette obsession accumulée pendant des semaines explosait soudainement. Je me suis dit que je voulais juste lui parler, juste avoir une vraie conversation avec elle. Je suis sorti de l'appartement, j'ai couru pour la rattraper. Margot serre les accoudoirs du fauteuil si fort que ses jointures blanchissent. Je l'ai rattrapée rue des Tables Claudiennes. Elle était surprise de me voir, mais pas inquiète. J'étais le voisin, quelqu'un qu'elle connaissait. Je lui ai dit que j'allais aussi dans cette direction, que nous pouvions marcher ensemble. Elle a accepté poliment. Nous avons parlé de choses banales, le lycée, ses projets pour l'après-midi. Elle m'a dit qu'elle allait au cinéma avec une amie. Puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai suggéré que nous prenions un raccourci par les Traboules. Je connaissais ces passages. Je les avais explorés pendant mes premières semaines à Lyon. Clémence a hésité une seconde, puis a accepté. Pourquoi aurait-elle refusé? J'étais un adulte respectable, un professeur, son voisin. Marcel se lève, marche de nouveau vers la fenêtre. Sa voix devient presque inaudible. Nous sommes entrés dans une traboule qui donne sur une petite cour intérieure. C'était désert, silencieux. Et là, dans cette cour, j'ai voulu lui parler de mes sentiments. Pas de sentiments amoureux, je le répète, mais de cette connexion que je pensais ressentir avec elle. Je sais maintenant que c'était de la folie, une obsession malade. Mais à ce moment-là, dans ma tête confuse, je pensais que si je pouvais juste lui expliquer, elle comprendrait. Elle a eu peur, bien sûr qu'elle a eu peur. Un homme de 38 ans qui lui dit qu'il pense à elle constamment, qu'il a besoin de sa présence dans sa vie. Elle a reculé, a dit qu'elle devait partir, que son ami l'attendait. J'ai paniqué. Je ne voulais pas qu'elle parte en me voyant comme un monstre. J'ai voulu la retenir, juste pour finir d'expliquer. Je l'ai attrapée par le bras. Un sanglot secoue Marcel. Elle a essayé de se dégager. Elle a tiré fort, brusquement. Je ne l'ai pas lâchée. Elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée. Sa tête a heurté l'angle d'une vieille fontaine en pierre qui était dans la cour. Un bruit sec, horrible. Elle s'est effondrée. Et puis, plus rien. Le silence. Margot est pétrifiée. Des larmes coulent sur ses joues, mais elle ne fait aucun bruit. Je me suis agenouillé près d'elle.
Elle avait les yeux ouverts, mais vides. Un filet de sang coulait de sa tempe. J'ai pris son pouls. Rien. J'ai essayé de la réanimer, bouche à bouche, massage cardiaque. J'avais suivi une formation premier secours. Mais rien ne fonctionnait. Elle était morte. Un accident stupide, un moment d'inattention, une chute malheureuse. Mais elle était morte. Et c'était ma faute. Marcel retourne s'asseoir, enfouit son visage dans ses mains. J'aurais dû appeler la police immédiatement. J'aurais dû. C'était un accident, je n'avais pas voulu sa mort. Mais j'ai paniqué. J'ai pensé à tout ce qui allait suivre. Mon obsession qui serait révélée, les accusations, le procès, la prison. Ma vie était finie de toute façon. Et je me suis dit, dans mon raisonnement tordu par la peur, que si je cachais le corps, personne ne saurait jamais. Que je pouvais préserver au moins ma liberté. La cour était toujours déserte. C'était le milieu de l'après-midi. Les gens étaient soit au travail, soit chez eux pour le déjeuner. J'ai porté le corps de Clémence dans mes bras. Elle était légère, si légère. J'ai emprunté d'autres traboules, des passages que je savais peu fréquenter. J'ai ramené son corps jusqu'à l'immeuble, en entrant par l'accès arrière qui donne sur la cour. Personne ne m'a vu. Un miracle terrible ou une malédiction. Je l'ai mise dans ma cave personnelle, enveloppée dans une bâche. Pendant 2 ans, elle est restée là. Chaque fois que je descendais chercher quelque chose, je devais passer devant. Pendant 2 ans, j'ai vécu avec ce secret à quelques mètres sous mes pieds. Puis, en 1974, j'ai profité d'une nuit pour la déplacer vers un endroit plus caché, dans les anciennes caves de Canut qui labyrinttent tout le sous-sol du quartier. Là, dans un recoin muré, inaccessible, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Margot trouve enfin sa voix, rauque brisée. Où est-elle? Où est le corps de ma sœur? Dans les sous-sols. Les travaux actuels vont probablement la découvrir. C'est pour ça que je parle maintenant. Je ne voulais pas qu'on la trouve sans que vous sachiez la vérité. Un long silence s'installe. Margot pleure en silence. Marcel pleure aussi. 2 personnes détruites par un événement qui s'est produit 40 ans plus tôt. Finalement, Margot se lève. Je vais appeler la police. Je sais, c'est ce que vous devez faire. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 40 ans? Parce que je suis en train de mourir. Parce que je ne peux plus porter ce poids. Parce que vous méritiez de savoir. Et parce que chaque jour de ces 40 années, j'ai pensé à votre famille, à la douleur que j'ai causée, à vos parents qui sont morts sans savoir, à vous qui avez perdu votre jumelle et votre vie entière. Mon silence était la pire lâcheté. J'étais un lâche, Madame Fontaine. Un lâche qui a choisi sa liberté plutôt que votre droit de savoir. Margot marche vers la porte, puis se retourne une dernière fois. Vous avez raison, vous êtes un lâche. Mais vous savez ce qui est pire? Pendant 40 ans, vous avez vécu juste sous nos pieds. Vous avez entendu mes parents pleurer, vous les avez vus se détruire lentement, et vous n'avez rien dit. Ça, je ne pourrai jamais le pardonner. Jamais. Elle sort et claque la porte. Marcel reste seul dans son appartement, seul avec sa conscience et les sirènes de police qui ne tarderont pas à arriver. Margot Fontaine appelle la police depuis son appartement. Ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à composer le numéro. Quand l'opératrice répond, elle dit simplement « Je sais ce qui est arrivé à ma sœur, celle qui a disparu il y a 40 ans. Envoyez quelqu'un immédiatement. » 20 minutes plus tard, 2 véhicules de police stationnent devant l'immeuble de la montée de la Grande Côte. Les voisins sortent sur les paliers, intrigués par l'agitation. Le commissaire Julien Mercier, chef de la brigade criminelle de Lyon, monte personnellement. Il a lu le dossier Fontaine après le coup de téléphone de Margot, un cold case de 40 ans qui pourrait enfin être résolu. Marcel Garnier ouvre sa porte aux policiers sans résistance. Il est calme, presque soulagé. Il répète mot pour mot ce qu'il a confié à Margot. Les policiers écoutent, incrédules. Un professeur de mathématiques retraité, sans antécédent judiciaire, qui avoue avoir caché un corps pendant 40 ans dans les caves du quartier. « Vous pouvez nous montrer l'endroit exact ?» demande le commissaire Mercier. Marcel hoche la tête. « Oui, je peux vous y conduire. Une équipe technique est appelée en renfort.
Marcel, menotté par précaution mais traité avec une certaine déférence, vu son âge et son état de santé, guide les enquêteurs dans le labyrinthe des sous-sols. Ils descendent des escaliers en pierre usée, passent par des passages voûtés qui sentent l'humidité et le moisi, traversent d'anciennes caves reconverties en débarras. C'étaient des ateliers de canute autrefois, explique Marcel d'une voix monotone. Ces passages existent depuis le 19e siècle. Certains sont oubliés, murés. J'ai découvert cette partie-là par hasard, en explorant après mon emménagement. Ils arrivent finalement devant un mur de briques qui semble récent, ou du moins plus récent que le reste de la structure. « Derrière », dit Marcel. « J'ai maçonné une ouverture qui menait à une petite pièce. Elle est là-dedans. » Les techniciens commencent à démonter le mur. Brique par brique, le passage se révèle. Puis, avec des lampes torches puissantes, ils explorent l'espace au-delà. Et ils la trouvent. Le corps de Clémence Fontaine, remarquablement préservé par le froid constant et la sécheresse des caves profondes. Elle porte toujours son jean à pattes d'éléphant, son pull orange, son foulard. Sa peau est momifiée, presque grise, mais les traits de son visage sont encore reconnaissables. Une adolescente de 14 ans, figée dans le temps, qui attend depuis 40 ans qu'on la ramène à la lumière. Le commissaire Mercier, un homme endurci par 25 ans de carrière, doit se détourner un instant pour reprendre contenance. Il a vu beaucoup de choses, mais un corps caché pendant 40 ans, c'est une première même pour lui. « Mon Dieu !» murmure un des techniciens. « 40 ans ! Elle était là pendant 40 ans. » Les équipes médico-légales prennent le relais. Le corps est photographié sous tous les angles, documenté minutieusement, puis délicatement extrait de sa cachette. Il sera transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie, même si la cause du décès ne fait guère de doute maintenant. Marcel Garnier est emmené au commissariat pour interrogatoire formel. Il répète son témoignage, donne tous les détails. Les enquêteurs vérifient chaque élément de son récit. La traboule qu'il mentionne existe bien. La cour avec l'ancienne fontaine en pierre existe bien. Tout correspond. Pendant ce temps, à l'appartement du 3e étage, Margot Fontaine reçoit la visite du commissaire Mercier. Il lui confirme que le corps a été retrouvé, que c'est bien celui de Clémence. Après 40 ans, elle va enfin pouvoir l'enterrer dignement, lui offrir une vraie sépulture. « Je suis désolé que vous ayez dû attendre si longtemps », dit le commissaire doucement. « Personne n'aurait dû vivre avec une telle incertitude pendant 4 décennies. » Margot hoche la tête, incapable de parler. Trop d'émotions se bousculent en elle. Le soulagement de savoir enfin. La rage contre Marcel Garnier. Le chagrin renouvelé pour sa sœur perdue. Et aussi, étrangement, une forme de paix. C'est fini. 40 ans d'attente, et c'est enfin fini. L'affaire explose dans les médias. Corps retrouvé 40 ans après sa disparition à Lyon. Le voisin avoue. Le secret terrible d'un professeur retraité. 40 ans de mensonges dans un immeuble de la Croix-Rousse. Les journaux régionaux et nationaux couvrent l'histoire pendant des semaines. Marcel Garnier est inculpé d'homicide involontaire et de dissimulation de cadavres. Vu son grand âge et son état de santé, il reste en détention provisoire, mais dans une section médicalisée de la prison Saint-Paul. Ses avocats plaident la remise en liberté sous contrôle judiciaire, arguant qu'il ne présente aucun danger et aucun risque de fuite. Le juge refuse. La gravité des faits, même 40 ans après, nécessite une détention. L'autopsie confirme la version de Marcel. Clémence Fontaine est morte d'un traumatisme crânien résultant d'une chute. Aucune trace de violence sexuelle. Aucune autre blessure. Le médecin légiste estime que la mort a été pratiquement instantanée ou survenue dans les quelques minutes suivant le choc. Elle n'a pas souffert longtemps, ce qui est une maigre consolation pour Margot. Le procès a lieu en mai 2013, 8 mois après la confession. Marcel Garnier comparaît dans un fauteuil roulant, oxygène portable à ses côtés. Il a encore vieilli ces derniers mois, son visage est émacié, ses mains tremblent constamment. Il plaide coupable sur tous les chefs d'accusation. Margot assiste au procès, au premier rang côté public. Elle veut regarder Marcel Garnier en face pendant qu'il raconte son crime devant la cour. Elle veut entendre chaque mot, comprendre chaque détail de comment sa jumelle est morte et pourquoi personne ne l'a su pendant 40 ans.
Le procureur est impitoyable dans son réquisitoire. Il décrit l'obsession malsaine de Marcel, son acte qui a causé la mort d'une adolescente, mais surtout, et c'est sur ce point qu'il insiste le plus, les 40 années de silence. Marcel Garnier n'a pas seulement tué Clémence Fontaine, déclare-t-il. Il a aussi condamné sa famille à 40 ans de torture psychologique. Henri et Simone Fontaine sont morts sans savoir ce qui était arrivé à leur fille. Margot Fontaine a passé sa vie entière à chercher sa jumelle, prisonnière d'une question sans réponse. Et tout ce temps, l'homme qui détenait cette réponse vivait à quelques mètres seulement, assistant silencieusement à leur destruction. Les avocats de la défense plaident les circonstances atténuantes. L'accident, le pas d'intention de tuer, l'âge avancé de leur client, sa santé précaire, ses 40 ans de remords qui l'ont consumé de l'intérieur. Marcel Garnier a vécu en enfer pendant 4 décennies, argumente son avocat principal. Il s'est puni lui-même chaque jour. Il n'a jamais eu de vraie vie, jamais de bonheur, jamais de paix. Son propre secret l'a détruit autant qu'il a détruit la famille Fontaine. Margot est appelée à la barre pour témoigner de l'impact de la disparition sur sa vie. Elle parle d'une voix ferme, contrôlée, mais chargée d'émotions. Elle raconte les 40 années sans sa jumelle, la sensation d'incomplétude permanente, les cauchemars récurrents, l'impossibilité de faire vraiment son deuil sans savoir. Elle décrit ses parents se détruisant lentement, mourant sans réponse. Monsieur Garnier dit qu'il a vécu en enfer, déclare-t-elle en fixant l'accusé. Mais cet enfer, c'était son choix. Chaque jour pendant 40 ans, il aurait pu dire la vérité. Chaque jour, il choisissait de se taire. Nous n'avions pas ce choix. Notre enfer nous a été imposé, par lui. Le moment le plus poignant du procès arrive quand Marcel Garnier est autorisé à s'adresser directement à Margot. Il se lève péniblement de son fauteuil roulant, refuse l'aide des gardes, veut rester debout pour parler. « Madame Fontaine », commence-t-il, la voix tremblante. Il n'existe aucun mot dans aucune langue qui puisse exprimer adéquatement mes regrets. J'ai détruit votre vie, j'ai détruit celle de vos parents. J'ai tué votre sœur, et même si sa mort était accidentelle, tout ce qui a suivi était un choix délibéré de ma part. Un choix lâche, égoïste, impardonnable. Il respire avec difficulté, l'oxygène sifflant dans ses narines. Vous avez raison quand vous dites que mon enfer était mon choix. Vous avez raison pour tout. Je ne demande pas votre pardon parce que je ne le mérite pas. Je ne demande pas la clémence de la cour, parce que je ne la mérite pas non plus. Je voulais juste que vous sachiez que pas un seul jour n'est passé sans que je pense à ce que j'ai fait. Pas un seul jour sans que je voie le visage de Clémence. Pas un seul jour sans que j'entende votre famille pleurer à l'étage au-dessus. Il se rassoit, épuisé par l'effort. Le verdict tombe après 3 jours de délibération. Marcel Garnier est reconnu coupable d'homicide involontaire et de dissimulation de cadavre. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Vu son âge et sa santé, c'est effectivement une condamnation à mourir en prison. Le juge, en prononçant la sentence, déclare « Ce qui rend ce crime particulièrement grave n'est pas tant l'acte initial, aussi tragique soit-il, mais les 40 années de silence qui ont suivi. » Marcel Garnier a choisi de privilégier sa liberté plutôt que la vérité. Ce choix a causé des souffrances incalculables à la famille Fontaine. La justice ne peut tolérer une telle lâcheté morale, même après 4 décennies. Margot quitte le tribunal sans un regard en arrière. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, la vérité et la justice. Mais étrangement, elle ne ressent pas de satisfaction, juste une immense fatigue et la sensation d'un vide que même les réponses ne peuvent combler. Le corps de Clémence Fontaine est inhumé au cimetière de la Croix-Rousse en juin 2013, aux côtés de ses parents Henri et Simone. Après 41 ans, la famille est enfin réunie. Une centaine de personnes assistent aux funérailles, mélange d'anciens voisins qui se souviennent de la disparition, d'anciens camarades de classe de Clémence, maintenant quinquagénaires, et de curieux attirés par la médiatisation de l'affaire. Margot reste longtemps devant la tombe après le départ des autres.
Elle parle à sa sœur, lui dit tout ce qui s'est passé ces 40 années, lui présente ses excuses pour avoir mis si longtemps à la retrouver. « Tu vas me manquer pour toujours », murmure-t-elle. « Mais au moins maintenant, tu es à ta place, avec papa et maman. Vous êtes ensemble, c'est mieux ainsi. » Marcel Garnier survit seulement 8 mois après sa condamnation. Son cœur lâche en janvier 2014. Il meurt dans l'infirmerie de la prison Saint-Paul, seul, sans visite. Aucune famille pour pleurer sa perte, aucun ami pour assister à son enterrement sommaire dans le carré pénitentiaire du cimetière de la Guillotière. Avant sa mort, il écrit une dernière lettre à Margot. Elle ne l'ouvrira que 6 mois plus tard, quand elle se sentira enfin capable de lire les dernières pensées de l'homme qui a détruit sa vie. Dans cette lettre, Marcel écrit « Chère Madame Fontaine, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ceci, et encore moins à ce que vous m'accordiez une quelconque considération. Mais je voulais que vous sachiez une chose. Votre sœur n'a pas souffert longtemps. La mort a été rapide. C'est la seule consolation que je puisse vous offrir, et je sais qu'elle est dérisoire face à 4 décennies de souffrance que j'ai causées. J'emporte avec moi dans la mort le poids de ma culpabilité. Puissiez-vous, vous, trouver enfin la paix que vous méritez. Marcel Garnier. Margot plie soigneusement la lettre et la range dans une boîte avec d'autres souvenirs de Clémence. Elle ne répond pas. Il n'y a rien à répondre. Elle prend sa retraite de l'enseignement en 2016 à 58 ans. Elle quitte enfin l'appartement de la montée de la Grande Côte, ce lieu chargé de tant de souvenirs et de douleurs. Elle achète un petit appartement dans le quartier de Confluence, le nouveau quartier moderne de Lyon, loin de la Croix-Rousse et de ses fantômes. Elle commence enfin à essayer de vivre. À 60 ans, elle s'inscrit à des cours de peinture, activité qu'elle a toujours voulu explorer, mais pour laquelle elle n'a jamais eu le temps ou l'énergie mentale. Elle voyage, elle lit, elle marche le long des berges du Rhône. Elle apprend lentement, très lentement, à être Margot sans être la jumelle de Clémence, sans être la sœur de la fille disparue. Elle ne se marie jamais, ne fonde jamais de famille. Mais elle développe des amitiés, des connexions humaines qu'elle avait négligées pendant ces années de recherche obsessionnelle. Elle découvre qu'il est possible de vivre avec une blessure qui ne guérit jamais complètement, mais qui, avec le temps, devient plus supportable. En septembre 2022, 50 ans exactement après la disparition de Clémence, Margot donne une interview au journal Le Progrès. Le journaliste lui demande si elle a trouvé la paix après avoir découvert la vérité. « La paix ?» répète Margot pensivement. « Je ne sais pas si j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé des réponses et c'est important. J'ai pu enterrer ma sœur dignement et c'est important aussi. Mais la paix, je pense que certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. J'ai perdu ma jumelle quand j'avais 14 ans. J'ai passé 40 ans sans savoir. Ces années ne reviendront jamais. Mes parents sont morts dans le chagrin. Ça, rien ne peut le changer. Mais, continue-t-elle après un silence, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris que même avec un morceau de vous manquant à jamais, il est possible de continuer, de trouver de petits moments de joie, de créer de nouveaux souvenirs. Clémence aurait voulu que je vive, pas que je reste figé dans le passé. Alors, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Le journaliste lui demande si elle a pardonné à Marcel Garnier. Margot réfléchit longtemps avant de répondre. Non, je ne lui ai pas pardonné et je ne lui pardonnerai jamais. Comment pardonner 40 ans de silence? Comment pardonner d'avoir regardé mes parents se détruire et ne rien dit? Comment pardonner d'avoir vécu sa vie tranquillement pendant que nous vivions un cauchemar permanent? Mais, ajoute-t-elle, je comprends qu'il était humain, qu'il a fait une terrible erreur suivie d'un terrible choix et qu'il a vécu avec les conséquences pendant 40 ans. Il n'était pas un monstre, juste un homme faible qui a pris de mauvaises décisions et n'a jamais trouvé le courage de les rectifier. Cette compréhension ne signifie pas le pardon, mais elle m'aide à ne pas laisser la haine me consumer. Cette histoire nous montre comment un seul moment, une seule décision prise sous le coup de la panique, peut détruire plusieurs vies à jamais. Marcel Garnier n'était pas un criminel endurci, juste un homme qui a commis une terrible erreur et qui a ensuite choisi le silence plutôt que la vérité.
Ce choix, cette lâcheté, comme l'a appelé Margot, a causé 40 ans de souffrance indicible à une famille entière. L'affaire Clémence Fontaine nous rappelle aussi l'importance cruciale de la vérité, même quand elle est douloureuse. Margot a vécu 40 ans dans l'incertitude, prisonnière de questions sans réponse. Quand elle a finalement connu la vérité, même si elle était terrible, elle a pu commencer à faire son deuil réellement, à enterrer sa sœur, à tenter de vivre au-delà du traumatisme. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il existe des secrets qui devraient être emportés dans la tombe, ou la vérité devrait-elle toujours être révélée, peu importe les conséquences? Avez-vous remarqué les signes subtils tout au long de cette histoire qui auraient pu révéler la vérité plus tôt? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce cas vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur des disparitions mystérieuses. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces tragédies humaines qui nous interrogent sur la nature même de la culpabilité, du pardon et de la vérité.